Bien, bonjour, chers Normandes, chers Normands, bienvenue sur ce 12e épisode des Entretiens Conquérants. Cela fait déjà un an que nous avons amorcé ce cycle de podcasts avec nos élus de la Normandie conquérante autour d'Hervé Morin. Et aujourd'hui, nous sommes à Bayeux, dans le Calvados donc, pour retrouver avec Maxime Poignant, jeune Normand conquérant, qui est présente avec nous, notre invité d'honneur Patrick Gaumont. Bonjour Maxime, comment tu vas? Bonjour Gauthier, très bien et toi? Ça va très bien, merci beaucoup de ta disponibilité. On aura l'occasion de te présenter tout à l'heure lors de la rubrique jeunesse. Et donc, je le disais, nous sommes avec notre invité d'honneur, Patrick Gaumont. Bonjour Patrick, vous êtes donc maire de Bayeux, vous avez 63 ans, mais vous êtes, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien 12e vice-président de la région Normandie, chargé de la culture et du patrimoine. Bonjour, merci de votre accueil. Comment allez-vous? Bonjour Gauthier, je vais très très bien. Et puis bonjour à Maxime également qui est à nos côtés. Merci de votre disponibilité, chers auditeurs, chères auditrices. Vous avez l'habitude désormais, branchez bien vos écouteurs ou installez-vous confortablement. Top départ de notre 12e épisode des Entretiens Conquérants spécial culture et patrimoine. Bien, merci beaucoup Patrick de votre disponibilité. Je le disais, nous sommes à Bayeux, une ville dans laquelle vous êtes implanté depuis de très nombreuses années. On va y revenir dans quelques instants, mais pour débuter cette première partie, qui vous permet, chers auditeurs, d'en apprendre un peu plus sur le parcours professionnel, personnel, mais également politique de vos élus, je pose toujours une première question. D'où venez-vous, cher Patrick? Vos parents étaient-ils de Normandie et que faisaient-ils? Je suis un pur Normand parce qu'en fait je suis né à Bénouville, dans ce beau château de Bénouville, puisque mes parents habitaient à proximité. Mon père était ouvrier et ma maman était conseillère financière donc au sein de la Poste. Et puis j'ai grandi sur la région caennaise. Donc toujours dans le Calvados, vous êtes né effectivement donc en 1960. Quel a été votre parcours estudiantin et quels étaient à l'époque, lorsque vous étiez plus jeune, les métiers qui vous attiraient le plus? Écoutez, j'ai fait la fac de Caen, donc habitant à Caen, c'est pas très original, mais j'ai fait la fac de Caen, hein, j'ai fait une maîtrise économie industrielle, et puis en parallèle, j'ai préparé le probatoire à l'expertise comptable. Donc j'ai toujours été attiré par les finances, mais on y reviendra tout à l'heure avec mes fonctions à la région sur le premier mandat. J'étais attiré par le commerce, l'immobilier, et mon parcours professionnel m'a amené à faire plusieurs choses assez rapidement, donc ça a été très riche, et ce qui m'a permis de me déterminer aussi pour savoir ce que je voulais vraiment faire. Donc j'ai commencé à travailler dans la grande distribution, donc à l'époque on avait Promodès sur la région Normandie. J'ai sillonné la France pendant une année en découvrant différents métiers de la grande distribution, que ce soit du marketing et avant de l'entrepôt jusqu'au magasin, en passant par l'implantation des grandes surfaces. Et du coup, c'était ce volet immobilier qui me plaisait bien. Ceci étant, avant d'aller dans l'immobilier, j'ai fait un passage dans la banque, puisque j'ai été démarché ensuite à nouveau par un autre établissement financier. Bon, j'ai fait à peu près 2 ans de banque, ce qui était une très très bonne expérience, où là j'ai été amené donc à développer donc un réseau de prescripteurs auprès des agences immobilières, donc pour avoir des financements bancaires donc sur des dossiers de leurs clients. Et puis en fait, ce qui m'a amené à passer le cap et aller directement sur de l'immobilier. Donc j'ai démarré dans une agence immobilière de façon très traditionnelle en étant indépendant. Et puis 17 mois après, j'ai créé ma première structure que j'ai portée assez loin, que j'ai vendue, j'en ai créé d'autres. Voilà, j'ai passé mon temps à créer des entreprises comme ça, donc que ce soit dans la transaction, je dirais traditionnelle, mais aussi beaucoup d'activités de promotion. Et de la même façon, en parallèle, je me suis formé donc, et je suis devenu aussi expert immobilier. Donc, activité que j'ai menée quelques années et que je me disais que, allez, une fois levé le pied en cédant mes entreprises, je pourrais avoir donc encore cette activité. Et puis en fait, je pense que les mandats ont pris le relais et l'activité intense des mandats font que je n'exerce pas d'activité d'expert immobilier aujourd'hui. Mais j'ai toujours un pied dans une entreprise. Bien, merci beaucoup. Alors justement, vous venez d'employer le terme d'intensité avec vos mandats. On va tout de suite parler de votre parcours politique qui a commencé très tôt, aux alentours de la vingtaine. Vous aviez 29 ans lorsque, en 1989, vous êtes devenu conseiller municipal de Jean Le Carpentier à Bayeux.
question que je vous pose, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager pour la cité et dans la vie publique? Mais en fait, je le dis souvent, quand j'étais ado, à l'âge de 11-12 ans, j'assistais à des séances de conseil municipal dans la commune où résidaient mes parents. Je pense que j'ai toujours été attiré par la vie publique. Je suis un peu comme l'Obélix, là, je suis tombé dans la marmite dedans très tôt. Ça m'a toujours plu. J'ai toujours fait un peu de politique pendant mes années donc de fac. Et puis Bayeux, c'est le mariage qui m'a amené à Bayeux et j'ai voulu rencontrer le maire de Bayeux en me disant peut-être que voilà, je pouvais éventuellement faire des choses sympas, m'engager. Donc le maire de l'époque s'était dit que c'était un petit jeune, c'est bon, il n'avait pas perdre de temps à le recevoir, donc il m'avait fléché sur son adjoint, donc Jean-Léonce Dupont. Et puis là, une complicité est née, et puis il y a eu un renouvellement de mandat, et Jean-Léonce m'a fait rentrer dans l'équipe de Jean Le Carpentier. C'est parti en 1989 comme ça. Donc voilà le début de l'aventure. Alors on va continuer à bondir dans le temps, puisqu'après 1960, votre date de naissance, 1989, votre première expérience en tant qu'élu municipal, nous arrivons en 2001, puisqu'alors que vous étiez première adjointe de Bayeux chargée des sports et des finances, on y revient par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez été nommé dans des circonstances inédites premier magistrat de la ville de Bayeux. Pourriez-vous nous raconter, pour celles et ceux qui nous écoutent, la manière dont les choses se sont faites et comment vous avez vécu ce changement rapide? Bah écoutez, c'était forcément ça reste gravé dans ma mémoire parce qu'en fait c'était pas programmé pour que ça se déroule aussi rapidement. En clair, Jean-Léonce Dupont avait son déroulement de carrière en tant qu'élu et pensait céder la main donc un peu plus tard au mandat suivant en clair. Mais là en fait Anne Dornano à l'époque lui avait proposé de prendre la présidence du département du Calvados et de se préparer à ça, ce qui lui occasionnait un emploi du temps chargé et il n'était pas du tout dans le cumul des mandats d'ailleurs à l'époque, contrairement à ce que certains voulaient laisser croire. Et donc en fait, cet agenda très chargé lui a fait prendre la décision éventuellement de passer la main sur la mairie et m'a demandé donc de relever ce challenge, quoi. Donc autant vous avouer que quand ça se fait comme ça au pied levé, c'est pas forcément simple puisque moi j'étais encore en pleine activité professionnelle, je dirigeais mon entreprise donc avec un engagement aussi important. J'ai après quelques temps de réflexion dit oui en me disant Bayeux est une tellement belle ville que de toute façon voilà ça fait aussi quelques années que j'étais élu, que je connaissais un peu quand même la ville, les équipes, donc j'ai relevé ce challenge avec cette difficulté qu'il fallait assumer le regard des autres. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes pas numéro un, bah, il faut que le reste de l'équipe valide que vous deveniez numéro un du jour au lendemain. Donc c'est une chose. Faire accepter à la population qui vous a pas forcément élu directement parce que vous étiez sur la liste mais pas en pole position que vous êtes maintenant le chef d'orchestre. Et puis se faire accepter aussi par les médias qui se disaient aussi ou qui étaient un peu méfiants en se disant mais bon voilà, est-ce qu'il a les capacités donc à gérer cette collectivité. Et puis, petite anecdote aussi, moi, ce qui était assez amusant à l'époque, c'est que j'étais adjoint au sport et en charge des finances aussi. Donc, les finances, on a bien compris pourquoi. Le sport, j'ai toujours été sportif. Mais ce qui était assez amusant à l'époque, c'était le regard des milieux culturels qui se disaient, mais c'est pas possible. C'est un sportif qui devient maire dans une ville comme Bayeux avec un patrimoine aussi exceptionnel. Et donc, il y avait cette interrogation de la part des milieux culturels. Et aujourd'hui, avec mes fonctions à la région, voilà, c'est un petit retour bien sympathique ou un petit pied de nez à certains, mais je pense que il y a déjà bien longtemps que certains avaient compris que j'avais aussi de l'appétence pour la culture et le patrimoine. On va continuer à bondir dans le temps, en nous arrêtant en 2008. Vous avez évoqué effectivement ce travail d'accommodation que vous avez dû effectuer lorsque vous êtes devenu donc premier magistrat de la ville de Bayeux. 2008, nouvelles élections municipales. Cette fois-ci, vous êtes tête de liste, élu tête de liste. Comment se projette-t-on lorsque c'est la première fois qu'on se retrouve dans une position de leader de liste pour une ville de 14 000 habitants? Écoutez, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement parce que je pense que dès 2001, voilà, même si une première année qui était un peu une mise en jambe, pas facile, mais les choses se sont faites naturellement. On a développé donc un certain nombre de projets. Donc je sentais bien que la population était ravie, que l'équipe était soudée et qu'au contraire, j'avais des demandes quand même assez nombreuses d'habitants de la ville de Bayeux de faire partie de cette équipe. Donc voilà, les choses se sont faites naturellement sur une lancée, sur une vraie dynamique.
dynamique, et donc c'était un vrai bonheur. Moi, je me souviens de cette campagne où les retours étaient quand même très très sympas. Et puis ça s'est traduit dans les urnes, puisque effectivement j'ai été élu au premier tour à plus de 60%, donc ce qui est quand même pas toujours fréquent dans les villes euh, et pas qu'en Normandie. Donc ce qui a aussi redonné de l'élan, donc parce que quand vous êtes bien élu, ben, effectivement, ça vous donne une certaine sérénité, et vous savez qu'on vous a fait confiance, qu'on va vous faire confiance, et donc pour mener les projets, c'est beaucoup plus facile. Vous venez d'évoquer vos scores aux élections municipales. 2014, de nouveau, élections municipales. Vous avez été élu avec un score considéré comme historique par la presse. J'ai pu lire ça dans Ouest France de l'époque, avec 63,29%. Vous avez fait mieux en 2020 avec un score de 63,89%. Deux questions que je souhaite vous poser. La première, c'est comment expliquer une telle adhésion dans une commune? Quelle est votre recette, si puis-je dire, si on peut considérer cela comme tel? Et surtout, quelles sont vos principales réalisations, vos principaux projets mis en place sur Bayeux pour continuer au fur et à mesure des années à développer la commune? Alors les scores sont des scores effectivement qui sont très respectables, et ça fait vraiment plaisir, parce que c'est encore une fois c'est la preuve d'une reconnaissance d'un travail qui est accompli. Recette, je sais pas, je crois que là, il faut être soi tout simplement. Moi, je dis aussi toujours qu'un bon élu, c'est pas celui qui sait dire oui, c'est celui qui sait dire non. Donc, mais quand on dit non, il faut l'expliquer, et ça fonctionne en règle générale. Donc, non, je crois que j'ai une vraie proximité donc avec les Bayeuxins. Moi, j'aime beaucoup cette ville. J'y ai posé mes valises. Par le mariage, parce que je connaissais pas forcément Bayeux avant. Je me suis beaucoup impliqué aussi dans le milieu associatif, et pas que sportif. Donc j'étais peintre amateur à l'époque, et ça m'avait financé d'ailleurs en partie mes études. Donc voilà, j'ai essayé de me faire connaître, mais naturellement, les choses sont faites naturellement. Donc et je pense que les Bayeuxins apprécient. Et puis de la même façon, ma porte a toujours été ouverte. Donc pour un Bayeuxin qui souhaitait voir le maire, c'était assez facile. Et puis je sors aussi assez facilement dans Bayeux, donc et je pense que de la même façon la population apprécie. Donc je pense qu'il faut savoir rester humble, rester simple, et puis avoir cette vraie capacité à développer. Moi, je pense qu'effectivement dans la vie, je suis plus un développeur, et donc en termes de réalisation, pour revenir à une partie de votre question, beaucoup de choses ont été faites. De quoi être le plus fier, c'est pas toujours facile, parce qu'en fait, encore une fois, c'est un centre aquatique neuf, c'est une salle de spectacle neuve, c'est une médiathèque dernière génération, c'est la réalisation des Bords de l'Or, qui est une promenade donc qui traverse toute la ville de Bayeux sur 4 kilomètres, et qu'on a envie de continuer justement sur le territoire intercommunal. Et il y a déjà des ébauches qui ont été lancées, qui sont faites. C'est l'inscription de la tapisserie de Bayeux au registre Mémoire du monde de l'UNESCO en 2007. C'est le projet tapisserie qu'on mène aujourd'hui, mais c'est aussi le musée d'art et histoire Baron-Gérard, qui a été relooké complètement dans un ensemble patrimonial remarquable, avec des parties de bâtiments du 11e, 13e jusqu'au 18e, et une verrière plus contemporaine, donc une vraie mise en valeur des collections. C'est la création de la Maison des Solidarités aussi, de la même façon, donc qui était une première sur le territoire. Et d'ailleurs, beaucoup d'élus sont venus à Bayeux pour voir comment ça fonctionnait, ce que nous avions réalisé. Je pense que comme ça, j'ai essayé de concevoir la ville comme un puzzle, et mettre élément par élément, et dans toutes les compétences que nous avions, quoi. Donc en fait, essayer de ne rien laisser au hasard. Donc ce qui est aussi important, ce qui fait que, à mon avis, ce qui explique peut-être aussi en partie le score des élections, c'est que les Bayeuxins se sont sentis concernés à un moment ou l'autre par les réalisations que les équipes successives avaient pu lancer. Aussi un petit clin d'œil au Cirque international de Bayeux, cher à Arnaud Tancrel, que je salue. Deux dernières questions pour cette première partie. On va maintenant augmenter le niveau, on va passer au niveau régional, puisqu'en 2015, donc, vous avez fait le choix de vous présenter aux élections en rejoignant la liste portée par Hervé Morin, la Normandie conquérante. À cette époque-là, c'était un projet audacieux, la réunification de la région Normandie, tout était en mouvement au niveau politique, au niveau régional. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre la liste d'Hervé Morin? Écoutez, moi, le rapprochement des deux régions, Aix-Basse et Aix-Haute, pour moi, c'était une évidence. Il y avait qu'une Normandie, et je savais déjà à l'époque que Hervé avait porté cela depuis très très longtemps. Donc pour moi, c'était tout à fait naturel de m'engager à ses côtés.
J'avais fait une tentative en 2004, il y a donc avec Philippe Augier à l'époque, mais là avec Hervé, ça me semblait tout à fait naturel. Et je vous avoue que je regrette pas du tout parce qu'en fait, on a un président qui a une énergie considérable, donc qui a une vraie vision pour la Normandie, pour sa région et des valeurs, beaucoup de valeurs que je partage notamment. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis complètement ravi d'être dans l'équipe depuis 2015. Comment avez-vous vécu ce premier mandat, justement, où il y avait tout à bâtir? Bah, c'était un mandat, effectivement, il fallait rapprocher les équipes, gérer ses compétences. Donc, c'était un mandat qui démarrait avec une période peut-être de transition où il fallait effectivement mettre la logistique sur pied avant de lancer les projets. Mais ceci étant, nous avons un président de région qui impulsait une telle dynamique que les choses se sont faites aussi naturellement avec une adhésion pas seulement des élus, mais des équipes de la région, des plus de presque 5000 agents qui travaillent pour cette belle région Normandie. Et enfin, dernière question, cher Patrick, pour clôturer cette présentation, en 2021, élection régionale, vous avez réitéré votre engagement auprès d'Hervé Morin et cet engagement a porté ses fruits puisque vous êtes donc depuis cette année-là vice-président de la région Normandie en charge de la culture et du patrimoine, un sujet donc que vous connaissez bien puisque vous avez évoqué l'anecdote tout à l'heure de votre activité en tant que peintre amateur pour financer vos études. Quels sont les objectifs que vous êtes fixés en matière de culture et de patrimoine avec Hervé Morin pour cette mandature? Alors, je vais juste revenir sur le mandat précédent, parce qu'en fait, en cours de route, je suis devenu vice-président en charge de la culture et du patrimoine. Et juste au début du mandat, en 2015, j'étais rapporteur du budget. Donc, on retrouve mes appétences pour les finances. Donc là, j'étais ravi que le président me reconduise donc, dans mes fonctions de vice-président en charge de la culture et du patrimoine, parce qu'en fait, c'est une très très belle délégation qui peut être très chronophage, mais c'est une très très belle délégation, surtout quand on aime le patrimoine et quand on vient de Bayeux, on ne peut qu'aimer le patrimoine. Et puis la culture et accompagner toutes celles et ceux, donc les Normands, qui au quotidien œuvrent pour faire en sorte que chacun d'entre nous trouve des choses intéressantes à faire sur le territoire, accompagne l'ensemble des acteurs culturels. Pour moi, c'est un véritable challenge, donc, et c'est un vrai bonheur. Et en plus, les équipes de la région donc, qui travaillent, donc, qui sont en charge de la culture et du patrimoine sont des équipes très motivées. Donc pour moi, c'est un plaisir presque au quotidien. Écoutez, merci beaucoup, cher Patrick, pour ces réponses à ces questions personnelles. On va clôturer cette première partie pour amorcer la deuxième et on va mettre nos gants de mécanicien et on va mettre un peu les mains dans le cambouis pour décortiquer votre action au niveau régional. Culture et patrimoine, donc, c'est une délégation vaste avec beaucoup de sujets. J'ai pu recenser 3 priorités que la région se fixe en matière de culture et de patrimoine. Premièrement, accompagner la création et le travail des artistes. Deuxièmement, encourager l'accès du plus grand nombre aux œuvres du répertoire comme aux œuvres les plus contemporaines. Et enfin, troisième priorité, favoriser la circulation des œuvres et des publics sur l'ensemble du territoire régional. Première question pour décortiquer tout cela, comment concrètement vous remplissez ces objectifs en tant que vice-président? Écoutez, un engagement avec les acteurs culturels, donc on a expliqué notre politique et on échange beaucoup avec les acteurs culturels de façon à ce que nos choix se fassent aussi donc en étant partagés. Donc aujourd'hui on travaille beaucoup notamment sur cette notion de droit culturel donc avec les acteurs culturels, que ce soit donc des artistes ou voire des collectivités pour faire en sorte qu'il y ait un accès à la culture sur l'ensemble du territoire normand, pas seulement en milieu urbain, mais en milieu rural, puisqu'on a des personnes qui sont parfois éloignées donc de la culture. Et je pense qu'une vraie volonté du président de région, Hervé Morin, c'est cet accès à la culture pour tous. Donc c'est pour nous un fil conducteur important, voire un fil rouge. Donc, et c'est pour ça que dernièrement, donc, on a repensé complètement notre politique en matière de droit culturel, pour faire en sorte que tous les territoires s'en emparent, de façon à ce que tous les publics, et notamment des publics parfois empêchés, puissent avoir un accès donc à des salles de spectacle, à des concerts, à des représentations théâtrales, donc à tout ce qu'on peut avoir dans le champ de la culture notamment. Sur la circulation des œuvres, de la même façon, on travaille beaucoup donc avec le FRAC Normandie que je préside, donc de façon à faire en sorte que les œuvres contemporaines de la même façon
soit présenté sur l'ensemble du territoire normand, parce qu'en fait, l'œuvre contemporaine d'aujourd'hui, dans 50 ans, 100 ans, elle aura peut-être la valeur de ces toiles des impressionnistes. Alors quand je dis ça, je grossis peut-être un peu le trait, mais en quelque sorte, l'idée, c'est cet accès à la culture qui est vraiment essentiel. Et la région, d'ailleurs, mène une action aussi tout à fait intéressante avec les lycéens, donc avec des dispositifs comme Regard, qui permet donc à des jeunes notamment de faire tout un travail d'approche, je veux dire, en travaillant avec des compagnies, donc soit sur du théâtre, du chant. Donc l'idée, c'est voilà, c'est que chaque Normand s'empare de ces questions. Et puis avec les acteurs culturels, on aide beaucoup, bien évidemment, toutes les scènes qui sont soit labellisées, non labellisées. On aide aussi les acteurs, donc les compagnies notamment. On œuvre également beaucoup sur l'image, puisque ça, c'est un axe très fort de la politique du président de la région, Hervé Morin, de favoriser notamment les tournages, films, séries, documentaires en Normandie. Parce qu'en fait, c'est à la fois la mise en valeur de nos patrimoines, de notre patrimoine, de notre région, mais c'est aussi économiquement quelque chose de très important, puisque chaque euro investi sur un tournage, notamment sur un film, peut en rapporter 5 sur un territoire, et pour une série, ça peut être encore beaucoup plus. Nous aidons aussi l'économie du livre. En fait, en clair, nous travaillons sur les filières comme les musiques actuelles, ou tout récemment d'ailleurs, on a complètement restructuré donc la filière des musiques actuelles, et ça, on essaye de le faire également en partenariat donc avec l'État, avec la DRAC et les autres collectivités, départements, villes, bien évidemment, puisque l'idée, c'est la compétence culturelle est une compétence partagée donc entre l'État et les collectivités. Donc l'idée, c'est de travailler ensemble, parce qu'ensemble, on fait toujours un peu mieux quand même. Alors vous avez cité énormément de dispositifs et de politiques publiques. On va approfondir un peu certains passages. Vous avez parlé du cinéma, vous avez parlé du livre notamment. Revenons sur le cinéma. Donc vous avez évoqué le dispositif Terre de cinéma. Concrètement, comment ça s'organise tout ça? Très brièvement. En fait, la région a délégué à une agence qui s'appelle Normandie Images, cette politique de l'image avec un comité de sélection, mais le président donc a augmenté la participation de la région de Normandie donc à l'aide de Normandie Images, à condition que effectivement ce soit fléché sur des tournages qui aient lieu en Normandie, ce soit fléché sur des séries, essayer de capter aussi des tournages de séries donc en Normandie, parce qu'encore une fois les producteurs, et j'étais encore la semaine dernière sur Bayeux, donc sur un tournage, puisqu'il y aura un épisode de Meurtre à Bayeux qui est en cours, qui sera diffusé d'ailleurs en septembre prochain, un samedi soir, on vous redonnera les dates. J'étais avec les producteurs, et les producteurs effectivement me confirmaient toute l'importance d'avoir une aide ou un coup de pouce d'une région sur un plan de financement. Je veux dire, un tournage comme celui que je viens d'évoquer, c'est 2 millions d'euros pour ce téléfilm. Effectivement, si la région, avec ses dispositifs, peut permettre qu'il y ait donc l'obtention d'un montant d'à peu près 100 000 euros, ça ancre le tournage sur le territoire. Et comme je le disais un peu plus tôt, cet euro investi, il en génère quasiment 5 dans l'économie locale, puisque sur un tournage, bien évidemment, il y a les acteurs, il y a les figurants, mais il y a tout le personnel technique, il y a le staff, il y a la logistique, et donc ça dure en général plusieurs jours, donc ça a un impact économique non négligeable. Voilà. Donc, et c'est aussi important. Et plus il y aura de tournage sur une région de films, de séries, voire de documentaires, plus on peut imaginer qu'il y ait davantage de techniciens, de gens prêts à être derrière des caméras, travailler du son, et en fait c'est toujours cet effet, c'est la poule et l'œuf. En fait, plus vous avez de techniciens, plus vous avez de chances que des réalisateurs, des producteurs s'intéressent à la région, parce qu'ils vont trouver sur place ces équipes. Et donc c'est cette espèce d'économie, voilà, qu'on est en train de vouloir générer, et c'est pour ça que la politique d'Hervé Morin donc est très importante à ce niveau-là. Vous avez évoqué ensuite le livre, donc tout ce que vous faites en la matière. Après le 7e art, le livre représente un pan de l'économie particulièrement importante, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, notamment des maisons d'édition sur le territoire normand. Comment sont-elles soutenues d'une part, et de manière plus générale, de manière plus large, et quelle est l'ambition de la collectivité pour le livre ?
La lecture est importante, et en plus, surtout aujourd'hui, je trouve quand on a une paupérisation, un appauvrissement plutôt malheureusement de la culture, mais je pense que le livre reste essentiel. Et d'ailleurs, ce que je trouve très rassurant, c'est que Internet n'a pas pris le pas sur le livre. Moi, je me souviens de mon expérience d'élu local, quand on a voulu faire cette médiathèque dernière génération, d'après les rapports d'Orsena. J'avais un élu d'une petite commune qui me disait, mais avec Internet aujourd'hui, le livre, ça sert plus à rien, la médiathèque, ça sert plus à rien. Ben non, justement, il s'est trompé, puisqu'on a des fréquentations importantes. Et pour ça qu'au niveau régional, je trouve que c'est important que nous accompagnions effectivement Normandie Livre et Lecture, car grâce à Normandie Livre et Lecture, il y a un accompagnement d'auteurs ou d'autrices, avec des politiques de résidence, donc un accompagnement à l'écriture, donc ce qui est vraiment essentiel. Et de la même façon, on a aussi accompagné des éditeurs normands, donc ça s'était fait à une époque autour du Salon du Livre à Paris. Donc aujourd'hui, on essaie de trouver des démarches un petit peu différentes, mais encore une fois, c'est vraiment essentiel et c'est un axe fort de la politique régionale d'accompagner la politique du livre et de la lecture. Dernière question sur votre action régionale, après le 7e art, après le livre, l'accompagnement des structures et des artistes. Alors il y a énormément d'associations culturelles en Normandie, la culture est vivante en terre normande, la région les accompagne. La question que je souhaite vous poser, il y en a même deux. La première, comment s'articule cette politique publique d'accompagnement, quelles sont les priorités? Et deuxièmement, si je suis, imaginons, un représentant d'une nouvelle structure culturelle et que je souhaite avoir l'aide de la région pour obtenir des subventions, quelle est la démarche à suivre? Alors, je vais commencer par cette dernière partie de la question. La démarche, elle est simple, c'est sur une plateforme que la région met à disposition. Donc, il y a un portail Internet, donc c'est tout à fait facile. Et donc, on suit le fil. Et en cas de difficulté, de toute façon, on peut prendre aussi un contact téléphonique avec les équipes de la région, qui sont, elles, très spécialisées en fonction des esthétiques choisies. Mais nous sommes, en règle générale, donc, à l'écoute de tous les milieux culturels pour faire en sorte de les accompagner. Parce qu'en fait, la richesse donc culturelle sur une région, c'est ça, c'est de savoir être à l'écoute et donc des projets et ils sont assez nombreux parce que les acteurs culturels ne manquent pas d'imagination en région Normandie et donc c'est vraiment aussi passionnant pour nous. Donc on aide, on accompagne sinon dans les différentes esthétiques, que ce soit la danse, même si la danse n'est pas suffisamment représentée je trouve en région Normandie, mais pas seulement qu'en région Normandie, mais on le fait beaucoup autour des arts de la rue, autour donc du théâtre, des musiques actuelles, du chant. Donc voilà, je pense qu'on ne laisse rien au hasard. Donc nous avons pour chaque champ de compétences donc des marges de manœuvre budgétaires en accompagnant directement des scènes. Ça peut être des théâtres de ville, ce sont des scènes dans les petites villes moyennes de Normandie qui n'ont pas de label, mais on aide également les scènes conventionnées, labellisées, donc puisqu'il en existe sur la région et pas seulement dans les 3 principales villes de la région Normandie. Et puis nous intervenons directement aussi auprès des acteurs culturels qui portent des projets, donc des compagnies, on conventionne éventuellement sur une durée de 3 ans, où ce sont en espérant que ce ne soit pas juste des one-shots, mais de les accompagner dans leurs projets, les aider à se structurer. Et une fois qu'elles sont structurées, elles peuvent aussi évoluer sans forcément avoir besoin de la région en permanence. On accompagne les filières également. Quand je parlais des musiques actuelles tout à l'heure, on vient de créer une association avec l'État et nos partenaires et tous les acteurs des musiques actuelles. Donc une structure qui s'appelle Norma, qui est là aussi pour porter des dispositifs financés par la région. La région, via le dispositif Start and Go, encourage notamment la réalisation, l'écriture, et voir la captation donc de groupes musicaux normands. Donc ça c'est aussi important, c'est de pouvoir donner donc cette possibilité donc aux musiciens normands de s'épanouir et d'être accompagnés. Voilà, c'est notre intervention en fait, elle est à multiples facettes, ce qui fait aussi la richesse de nos interventions et de cette délégation, comme je le disais également tout à l'heure. Allez, je me permets un dernier bonus pour vraiment illustrer votre action au niveau régional. Vous avez cité le financement de festivals, on pourrait citer celui de Granville, les Arrêts de la rue.
pour les Ornais ou les Eurois, les Sénomarins, les Calvadosiens qui nous écoutent, est-ce que vous auriez deux, trois exemples de festivals que vous soutenez au titre de votre action au niveau régional? Notamment en matière de musiques actuelles, je pense qu'on intervient sur l'ensemble des départements. On aide des compagnies soit dans l'Orne, soit dans l'Eure. Je veux dire, il y a pas un département où la région n'intervient pas. Et au contraire, encore une fois, et j'en reviens au droit culturel, c'est la commande aussi du président. Nous aidons les 5 départements, les acteurs culturels qui œuvrent sur les 5 départements pour faire en sorte que effectivement la culture soit à proximité de tous. Donc, je pourrais citer des tas d'exemples, mais en fait, nous sommes quasiment partout. On voit le logo de la région sur différents festivals. Un festival du rire dans l'Orne, un festival de musiques actuelles dans la Manche, donc un festival autour du cinéma dans l'Eure, et en Seine-Maritime et dans le Calvados. Vous avez cité le cirque dans le Calvados, nous sommes présents. En Seine-Maritime, on intervient sur les différentes scènes de la même façon et sur les projets aussi du Havre. Donc voilà, je pense que ce qui fait encore une fois parfois aussi peut-être la difficulté des services parce que nous sommes très très sollicités, mais encore une fois nos agents sont vraiment proches de toutes les structures et acteurs culturels de cette belle région. Merci beaucoup Patrick pour ces réponses très précises, concrètes sur votre action au niveau régional. À n'en point douter, nos auditeurs en ressortiront plus informés sur votre action au niveau régional et les dispositifs dont ils pourront bénéficier à l'avenir. On va passer, chers auditeurs, justement, vous en avez l'habitude désormais, notre traditionnelle rubrique Jeunes avec Maxime Poignant. Bonjour Maxime, comment vas-tu? Merci d'être là. Peux-tu te présenter? Bonjour Gauthier, bonjour Patrick Gaumont. Donc moi c'est Maxime Poignant, j'ai actuellement 23 ans et je suis né à Bayeux, j'ai grandi à Bayeux, j'ai fait ma scolarité à Bayeux jusqu'à ma classe préparatoire à Caen et dorénavant je suis étudiant en école de commerce, travaillant en alternance sur Paris et étudiant sur le campus de Lyon. Ça va faire maintenant presque 2-3 ans que je suis investi chez les Jeunes Normands Conquérants. J'ai notamment participé à des projets autour de la communication, autour par exemple du projet vidéo lors de notre livret, et aujourd'hui je viens principalement donc pour porter un peu la voix des jeunes sur la question de la culture et du patrimoine, en présence donc de toi et de Patrick Gaumont. Merci, le micro est à toi. Alors, premièrement, merci beaucoup Patrick Gaumont pour cette présentation, pour votre parcours inspirant, les actions de la région mises en place. Cette fois-ci, on a déjà abordé certaines parties de mes questions, mais j'aimerais pour le coup me concentrer principalement sous la focale des jeunes Normands souhaitant accéder à la culture. Donc premièrement, comme dit précédemment, étant né à Bayeux, ayant grandi dans cette ville, j'ai pu jouir du riche patrimoine qui entoure cette ville, des activités culturelles diverses organisées par la ville de Bayeux, comme la fête médiévale aujourd'hui appelée les médiévales. Cependant, ce n'est pas la chance de tout le monde, et notamment les jeunes Normands habitant dans la campagne, dans des petits villages. Si le patrimoine reste un élément fixe, la culture, elle, est mobile. Ma question est, du coup, quelle politique est prévue pour les jeunes Normands souhaitant accéder à des activités culturelles? Êtes-vous plutôt dans une démarche d'amener ces jeunes vers des lieux précis, riches en culture, ou plutôt d'amener la culture directement chez eux? En fait, bonjour Maxime. Je pense qu'on va faire un peu des deux, donc c'est une réponse de Normand, ça en fait. Mais c'est pour revenir aux propos tenus tout à l'heure avec Gauthier, je veux dire en matière de droit culturel notamment. La commande du président de région Hervé Morin, c'est simple, c'est mettre l'accent sur le droit culturel, aller chercher tous les publics. Donc tous les publics, ça veut dire également les jeunes, bien évidemment, puisqu'on sait que pour certains, il y a des soucis de mobilité. Donc c'est pas toujours simple de venir sur un festival, c'est pas toujours simple de venir écouter un concert, c'est pas simple de venir voir une pièce de théâtre, voir que c'est pas culturellement quelque chose qu'on ferait naturellement d'aller voir une pièce de théâtre. Donc c'est pour ça qu'avec les droits culturels, c'est la possibilité offerte demain aux collectivités, notamment les intercommunalités, de contractualiser avec la région Normandie en proposant donc sur la compétence culture justement des rendez-vous pour des publics qui sont dans les communes voilà, les plus éloignés, que ce soit en milieu rural notamment, et dans les 5 départements de la région Normandie, même si on peut penser que certains sont plus favorisés que d'autres. Mais je pense que
partout sur le territoire. On a forcément des communes où on dit toujours au fin fond d'eux, la culture n'est pas forcément toujours présente. Mais il y a aussi parfois de bonnes surprises, hein, c'est qu'on a des associations très très dynamiques qui se cachent des fois aussi dans le fond de notre ruralité et qui œuvrent. Mais le prisme des droits culturels est un élément de réponse essentiel pour faire en sorte que tous les publics et notamment les jeunes aient cette découverte de la culture parce que c'est vraiment essentiel aujourd'hui d'éveiller les consciences grâce à la culture. Très bien, merci beaucoup. Ma deuxième question porte cette fois-ci plus sur le patrimoine. Donc, en effet, celui-ci est aujourd'hui fragilisé par les effets du temps. Beaucoup d'églises d'anciens monuments peinent à trouver des fonds nécessaires pour restaurer ces derniers. Ma question est donc, comment la région peut-elle participer à la sauvegarde de ces lieux, que ce soit par des aides financières ou une visibilité accrue? Et les jeunes, eux, ont aussi une responsabilité dans la sauvegarde de ce patrimoine. Comment tentez-vous de sensibiliser et d'amener ces jeunes à participer à cette dernière? Alors c'est vrai que le patrimoine, on cite les églises, mais on peut citer des belles demeures anciennes qui sont pas toujours toutes classées monuments historiques, donc qui peuvent échapper au dispositif de l'État. Mais on peut citer aussi le patrimoine vernaculaire, parce qu'en fait, de la même façon, dans beaucoup de communes, on a des choses intéressantes, mais tout ça derrière, pour maintenir en état, c'est un coût assez conséquent. Donc la région Normandie a réalisé ses premières assises du patrimoine l'an passé, avec l'idée avec les acteurs du patrimoine, que ce soit les propriétaires ou les associations qui œuvrent donc pour la restauration, la rénovation du patrimoine, comme la Fondation du patrimoine, sites et sites remarquables, essayer de trouver des réponses pour accompagner justement cette restauration. Donc je pense qu'on a un dispositif qui va être présenté prochainement en assemblée plénière, avec cette idée que avant d'intervenir pour restaurer, il faut d'abord protéger et aussi accompagner des propriétaires, hein, ça peut être des collectivités, pas forcément des privés, sur une meilleure connaissance de ce patrimoine. Donc on va proposer aussi peut-être des aides, mais je peux pas les détailler tout de suite puisqu'elles n'ont pas été validées en assemblée plénière, et je suis moi très respectueux des circuits en règle générale. Et puis pour associer les jeunes à ce patrimoine, oui, je pense que c'est une vraie question, parce qu'en fait ça c'est pas toujours naturellement, et d'ailleurs on prend parfois conscience de la qualité de son patrimoine ou de l'intérêt du patrimoine qu'on peut avoir une fois qu'on quitte peut-être sa région, son village. Mais on essaye malgré tout, au travers du dispositif Regard, de faire en sorte que certains jeunes aient une idée aussi de la qualité du patrimoine régional. On avait un dispositif qui est fondu maintenant dans les droits culturels qui s'appelait Patrimoine en création, mais qu'on retrouve justement au sein des droits culturels, qui était la possibilité d'avoir une représentation, que ce soit de danse, de musique et de musique classique, musiques actuelles, au sein d'un lieu patrimonial. Donc ça peut être un château des fois en ruine, ça peut être une petite église. Voilà, je pense qu'on fait ce genre de choses aussi pour inciter justement les jeunes, quand on a un petit concert de musiques actuelles, ça peut peut-être plus facilement intéresser d'aller voir et de découvrir un lieu de patrimoine sur son territoire que si c'est peut-être de la musique classique, et encore que quoi. Voilà, je pense que comme ça, la région de Normandie essaye d'inciter nos jeunes Normands à s'intéresser à la qualité de ce patrimoine et de prendre aussi conscience de sa valeur, et que le préserver, ça demande un engagement, et ça demande aussi beaucoup d'argent. Merci beaucoup pour cette réponse très détaillée. Ma dernière question porte cette fois-ci sur les nouvelles technologies, qui sont en effet aujourd'hui un outil essentiel, que ce soit pour visiter des lieux à distance ou pour promouvoir ces derniers, ou même voire pour promouvoir une exposition. J'en veux pour preuve la tapisserie de Bayeux qui avait été revisitée sous le thème de Game of Thrones et qui avait eu une résonance sur le territoire national et international via les réseaux sociaux. Comment la région tente-t-elle d'intégrer les nouvelles technologies dans les activités culturelles et la promotion du patrimoine normand, parfois limitée par sa propre zone géographique? Oui, ça c'est pas la question la plus facile, ça. Merci. La région, effectivement, sur le volet numérique, accompagne, des structures. Quand on accompagne quand on accompagne soit des scènes, soit des artistes culturels, bien évidemment, il y a toujours ce volet numérique qui est intégré. Donc on l'accompagne indirectement, je dirais, quoi. Parce que effectivement, on a bien conscience que pour toucher
un maximum de personnes, et hors région Normandie, ça passe par les réseaux, ça passe par le net, et qu'à ce titre, il faut être présent, quoi. Donc, je pense que nous, on n'a pas forcément des financements dédiés, je dirais que ça fait partie de l'ensemble de l'accompagnement, mais c'est effectivement essentiel, parce qu'en fait, sans le numérique aujourd'hui, difficile d'aller plus loin. C'est pour ça que je suis assez content que l'État, au travers des microfolies, vienne sur l'ensemble des territoires, et ce qui nous permettra peut-être nous aussi d'accompagner davantage certaines collectivités par le biais des droits culturels sur le sujet. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Maxime pour ton travail et ta disponibilité. On va terminer sur cette rubrique jeunesse, cet entretien conquérant, épisode numéro 12. Merci beaucoup Patrick pour votre disponibilité. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Merci Maxime et merci Gauthier, parce que c'était vraiment très très sympa. Donc c'est toujours un plaisir de parler de culture, c'est toujours un plaisir de parler jeunesse. Donc voilà, et je pense j'espère qu'on aura donné envie à tous ceux qui vont écouter de s'intéresser un peu plus aux possibilités offertes sur la région Normandie, notamment par les différents territoires. C'est tout ce que l'on peut souhaiter. Et chers auditeurs, merci à vous également pour votre suivi. Vous êtes chaque mois de plus en plus nombreux à nous écouter, donc merci vraiment pour votre disponibilité. On se retrouvera d'ailleurs le mois prochain en Seine-Maritime avec Aline Louisy-Louis pour notre 13e épisode, qui est donc vice-présidente de la région Normandie chargée des sports et de la jeunesse. Merci également à toutes les équipes de la Normandie conquérante qui permettent de pérenniser ce projet des entretiens conquérants. Je veux notamment saluer pour cet épisode une nouvelle fois Eddy Saget-Sanson qui a permis d'organiser ce tournage. Merci à lui pour sa disponibilité, et comme on dit en Normandie pour clôturer ce podcast, à tantôt chers amis.